Je suis chercheuse au CNRS et rattachée au CERI, qui est un laboratoire de Sciences Po à Paris. Je suis politiste et géographe de formation. Je travaille principalement sur les politiques migratoires et les politiques d'asile dans des contextes divers, extra-occidentaux prioritairement. J'ai beaucoup travaillé en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient. Et je travaille depuis peu aussi sur les crises politiques liées aux questions de migration dans le contexte européen. Et cet nouvel aspect de ma recherche m'a amené à passer de recherche qui était essentiellement centrée sur des études qualitatives ou quantitatives, mais liées à des flux de population et des politiques publiques, et de m'orienter vers l'analyse des discours, notamment des discours de la presse sur les questions de migration et sur les crises migratoires. Dans la façon dont le champ scientifique s'est structuré ces 30, peut-être 40, parfois 50 dernières années, sur les questions de migration, mais de mobilité aussi plus généralement, et de discrimination ou de diversité, on voit bien qu'il y a à la fois l'émergence d'un champ au sens de field of studies, donc un champ d'études qui est par essence interdisciplinaire, qui est par essence une intersection entre différentes approches à la fois méthodologiques, épistémologiques et disciplinaires, et qui en même temps invite la thématique de la migration, comme celle de la diversité ou des discriminations, à l'intérieur des disciplines qui sont un peu le cœur palpitant de notre exercice professionnel, c'est-à-dire la façon dont en tant que scientifiques nous nous socialisons, c'est essentiellement à travers des disciplines. Et donc c'est intéressant qu'il y ait à la fois eu la création d'un champ qui a une vie partiellement autonome des disciplines et que l'ICM a pu structurer pour le cas français, ou que IMISCO, qui est l'organisation régionale d'études sur les migrations en Europe, a structuré à l'échelle européenne. Donc il y a cette structuration un peu autonome, et il y a en même temps la pénétration, on pourrait dire, des questions de migration, de diversité au sein des disciplines dans les départements, dans les universités. Et donc c'est un peu ce double mouvement que je trouve intéressant. La question de la recherche collective, c'est une vraie question dans notre profession de scientifique. Une partie de notre capital professionnel en tant que scientifique et de notre capital symbolique est liée à nos performances et nos capacités très individuelles, voire individuées. On publie sous son nom, l'importance de l'autorité, de l'auteur ou de l'autrice est très forte dans notre exercice professionnel. Et en même temps, on est aussi conscient de la nécessité de la collaboration et du travail collectif pour avancer plus vite et mieux vers l'innovation scientifique. Donc on est en permanence tendu entre une approche de la contribution qui est très individuée et la nécessité, on va dire, très pragmatique d'avancer ensemble et de travailler ensemble pour aller plus vite et plus loin d'une certaine façon. Le champ des migrations est particulièrement touché, et c'est une bonne chose, par un exercice de réflexivité et d'introspection sur son fonctionnement, sur le fonctionnement de l'activité scientifique et son lien avec la société. Et dans cette réflexion à la fois introspective et en même temps sur le lien du travail scientifique avec la société, une des réponses à apporter, ça a été de travailler sur des alliances et des partenariats entre acteurs et actrices scientifiques et acteurs et actrices d'autres champs professionnels, le champ de la solidarité, le champ de l'action publique, le champ des médias. Donc on peut, à mon avis, envisager qu'une des réponses que les études sur les migrations ou les sciences sociales en général apportent à ce questionnement réflexif sur leur utilité sociale, c'est à travers des alliances et des partenariats. Et à titre personnel, je trouve ça vraiment intéressant de travailler sous forme partenariale, parce que les scientifiques ne cesseront jamais d'être des scientifiques, c'est une identité professionnelle, c'est une fonction sociale. Les journalistes sont des journalistes, les acteurs de la solidarité sont des acteurs de la solidarité, mais chacun conscient de sa spécificité, de sa contribution et de ses limites,
cherchent dans des projets collaboratifs à mettre en œuvre voilà, des dispositifs qui produisent de la science, mais produisent aussi des effets sociaux. Peut-être que de manière un peu modeste, on doit tous, à mon sens, avoir à cœur de déjà faire bien notre travail et de trouver avec d'autres qui font aussi bien leur travail des partenariats et des collaborations qui nous permettent collectivement d'avoir plus d'effets à la fois scientifiques et sociaux. Donc en tout cas c'est une position qui est très personnelle et que je mets en œuvre dans différents projets. Mon dernier projet qui a été financé par l'Agence nationale pour la recherche est un projet de recherche-action participative qui implique des personnes concernées par les questions de migration irrégularisée, qui implique aussi des personnes issues du monde des médias, de l'éducation nationale et des acteurs publics, mais c'est chacun dans son rôle qui va contribuer depuis là où elle parle au projet collectif. Un des points de tension, mais c'est une tension qui est générative, c'est pas une tension qui est castratrice pour le monde scientifique, c'est d'être plus conscient à la fois de la valeur ajoutée de la production scientifique et du travail scientifique et en même temps de ses limites, c'est-à-dire de tenir ces deux dimensions, l'intérêt et les limites de la production scientifique, notamment dans un contexte où on est pris dans un paradoxe où la parole des scientifiques et la science en général est un point de référence dans le débat public et reste un point de référence dans le débat public. La parole des scientifiques reste une des paroles les plus crédibles pour le grand public, sinon la plus crédible. On le voit dans tout un tas d'enquêtes d'opinion à l'échelle européenne et même mondiale. Et en même temps, les attaques contre la parole scientifique et les attaques contre le monde scientifique, qu'elles soient directes ou subreptices, sont de plus en plus fortes. Et parce que je suis une grande optimiste, j'ai tendance à me dire que ces attaques sont de plus en plus fortes, justement parce que la parole scientifique est importante dans un contexte où la question de la vérité, des opinions est de plus en plus agitée par des débats sur les fake news, sur la crédibilité de la parole des médias, la crédibilité de la parole des acteurs publics, sur le relativisme normatif ou le relativisme sur les faits. Et d'une certaine façon, encore une fois, immunisée par mon optimisme, je me dis que les attaques contre la science sont peut-être le signe que la science va bien et que la science a un rôle de plus en plus important à jouer et qu'il revient aux scientifiques en étant conscient de ce rôle et de cette mission qui est d'une certaine façon la leur, de se galvaniser, mais de se galvaniser non pas en gonflant leurs égos, mais en trouvant les moyens d'agir de manière plus efficace dans nos mondes sociaux. Le groupe international d'experts sur les migrations, c'est une initiative qui a été lancée en 2018 en France à travers un réseau de centaines de scientifiques spécialistes des questions de migration, d'asile, de diversité et de discrimination, avec une plateforme de demande de création d'un GIEM à l'instar, dans une certaine mesure, du GIEC, du groupe international d'experts sur le changement climatique, pour porter la parole des scientifiques en matière de migration et de diversité dans la sphère publique et la porter plus efficacement dans la sphère publique. Le projet de GIEM qui a émergé en France en 2018 et puis qui a essaimé en Europe et qui aujourd'hui est porté par une institution aux États-Unis est vraiment de répondre à un double constat. Le constat d'une part
d'invisibilisation relative des travaux scientifiques sur les questions de migration, et d'autre part d'instrumentalisation des questions de la parole scientifique sur les questions de migration. Donc c'est à la fois invisibilité et instrumentalisation à cette double peine qui est imposée à la parole scientifique que le GIEM veut répondre. Et pour être plus précise, le GIEM, c'est une initiative qui n'est pas encore une organisation, ça reste une initiative qui a reçu le soutien de la Fondation Bosch, sur laquelle travaillent les collègues à travers le monde, maintenant plus seulement en Europe ni même aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Aujourd'hui, on a une réunion avec des scientifiques de Singapour, de Suède, du Mexique, des États-Unis pour en discuter. L'idée de cette initiative, en fait, c'est de constituer la parole scientifique et un collectif de scientifiques mondial, indépendant, permanent et interdisciplinaire comme une voie, en fait, politique. C'est-à-dire de convertir le capital symbolique de la science et de la parole scientifique et de la recherche validée par les pairs, des consensus scientifiques reconnus sur les questions qui touchent largement à la migration, et de convertir ce capital symbolique en capital politique pour peser dans le débat public, pour avoir un impact sur les représentations collectives. Et de cet impact sur les représentations collectives peut découler un impact sur les politiques publiques. Mais ce sont d'abord les représentations collectives et en gros le grand public et les acteurs qui cadrent nos représentations collectives, les médias, le monde artistique et bien sûr le monde politique, mais pas exclusivement, qui sont les destinataires de cette initiative. Paradoxalement, la France, qui a des institutions scientifiques très robustes, financées par l'État, et une tradition de soutien à l'activité scientifique qui est assez exceptionnelle en fait dans le monde, qui a pas beaucoup d'équivalents, quelques-uns en Europe et en fait assez peu dans le monde. Donc cette vigueur et cette puissance de l'activité scientifique en France, elle est souvent contrebalancée par une sorte d'isolement de certains débats ou du fonctionnement de notre vie académique et scientifique. Alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça a pu l'être un peu par le passé. Et le GIEM, c'est une des manifestations de cette internationalisation de plus en plus puissante de la recherche française. Et par internationalisation, je ne veux pas seulement parler du rayonnement international de la recherche faite en France. Il ne s'agit pas seulement d'exporter Foucault, Derrida et Bourdieu, mais il faut aussi penser aux interactions et à l'internationalisation comme un processus multidirectionnel de nos activités scientifiques, de collaboration à travers nos institutions, collaboration avec bien sûr les pays européens, puisque c'est la structuration de la recherche européenne, elle est vraiment centrale depuis 20 ans, à travers les collaborations institutionnelles et aussi les financements, mais aussi globale, la collaboration notamment avec les collègues de pays extra-occidentaux, du continent africain, d'Asie, de l'Est de l'Europe, du sud du continent américain, qui ont pu être soit un peu marginalisés dans les dynamiques de production globale de la science, ont été de fait marginalisés dans la production scientifique globale, avec des effets de hiérarchie très forts qui n'étaient pas liés seulement à des questions linguistiques, mais aussi à des questions de financement, de hiérarchie symbolique. Et donc ici, penser cette internationalisation comme un processus multidirectionnel d'interpénétration et de collaboration à la fois institutionnelle et substantielle me semble important. Et le GIEM né effectivement en France et ancré dans un réseau de scientifiques qui est
initialement un réseau plutôt européen, a vraiment pris ces 2 dernières années une dimension globale avec des points d'ancrage et des leaderships extra-européens et extra-nord-américains qui sont très importants et qui sont génératifs aussi d'avancées substantielles, de remise en question, d'innovation pour l'initiative de création d'un groupe international d'experts sur la migration qui sont très très importantes. Les enjeux qui restent évidemment sur la table sont les enjeux techniques, pragmatiques et financiers de faisabilité, que ce soit pour le GIEM comme initiative éminemment politique ou pour l'activité scientifique au quotidien. Et la façon dont on travaille avec nos collègues dans des contextes extra-occidentaux, elle est extrêmement contrainte par les conditions politiques de circulation, l'accès à des visas, l'accès à des financements conjoints, la capacité de publier ensemble. Et je dois dire que pour le monde scientifique comme pour d'autres mondes professionnels, le monde culturel par exemple, la question de la circulation des personnes et des interactions entre professionnels, elle est vraiment centrale et Zoom ou Teams Meet ne règle pas totalement le problème de la constriction de notre mobilité professionnelle. L'ICM a constitué, à mon avis, un moment extrêmement important pour la recherche française sur les questions de migration et diversité, puisqu'il a permis de fédérer et de structurer un champ à l'échelle nationale et de connecter ce champ national à la recherche européenne et internationale. Et donc il y a un double mouvement de constitution interne et de connexion internationale et de mise en commun des réseaux internationaux que les unes et les autres ou certaines institutions ou certains individus pouvaient avoir à l'échelle individuelle, mais qui ne bénéficiaient pas au collectif. Donc pour le dire plus simplement, à mon avis, l'ICM a représenté un bien commun pour la communauté scientifique, y compris pour les scientifiques qui ne s'intéressent pas directement aux migrations, et doit s'institutionnaliser comme bien public, et donc passer d'un bien commun à l'échelle d'une communauté, la communauté scientifique, pour devenir un bien public pour l'État français et la communauté nationale. Donc c'est peut-être un peu ambitieux de le dire comme ça, mais ça me semble être... ça me semble refléter en tout cas mon appréciation personnelle de la valeur ajoutée de l'institution ICM et de la trajectoire que j'espère pour la suite. Il me semble que les points vraiment, les points centraux, la réussite centrale de l'ICM, la constitution d'une communauté épistémique non pas fermée mais ouverte à la fois sur d'autres communautés épistémiques, sur d'autres champs scientifiques, sur l'ensemble des disciplines qui s'intéressent aux migrations et sur d'autres communautés professionnelles, le monde associatif, le monde de la solidarité, les médias, les acteurs publics. Cette ouverture, c'était un peu la tension liminaire, le risque que courait l'institution, soit d'être très légitime en interne mais fermée, soit d'être trop ouverte et donc éparpillée. Et j'ai l'impression que l'ICM, notamment ces dernières années sous la direction de Marie-Caroline et Saglio et Flore Gubert, a réussi cette espèce de magie d'être à la fois fort à l'intérieur et ouvert sur l'extérieur. Et la suite de cette aventure doit vraiment capitaliser sur ce tour de force de directrice de l'ICM.